Au cœur du Pacifique, une guerre comme une rumeur venue du Nord. Décembre 1941, la flotte américaine est attaquée par l'aviation japonaise dans la baie de Pearl Harbor. Les Américains, d'abord sonnés, craignent une invasion du Pacifique. Ils décident de construire des bases de défense et Bora Bora, en Polynésie française, sera l'une des premières. 4000 soldats américains s'installent, construisent des infrastructures. Des enfants naissent d'histoires d'amour entre eux et des Polynésiennes. L'arrivée de l'armée américaine est pour Bora Bora un moment de bascule vers un autre monde. Aujourd'hui, visiter l'île principale de Bora Bora, la perle de la Polynésie française, c'est arpenter les chemins d'un musée à ciel ouvert. C'est s'arrêter devant l'entrée d'une casemate, découvrir dans la végétation dense des canons sur une colline. Un patrimoine que recouvre petit à petit le temps qui passe, mais qui témoigne de la présence de la plus grande armée du monde. Ces traces organiques laissées par les Américains passionnent Jean-Christophe Chiguetomi. Jean-Christophe est un passeur d'histoire installé à Papeete, la capitale de la Polynésie française. Il s'est donné pour mission de faire revivre ce patrimoine oublié. Il ne cesse de parcourir l'île à la recherche de traces cachées. Ce vestige est intéressant parce qu'il semble dénoter être un réservoir d'accueil de combustible type tel qu'il a été façonné du côté de Charleston et qui sera ensuite transporté en pièces détachées sur Bora Bora. Dans la mémoire collective, il y a cette poursuite d'une histoire, entre guillemets, qui n'est pas forcément toujours juste. L'avantage d'entrer dans un processus de mémoire de cet ordre, c'était de pouvoir avoir accès aux archives déclassifiées américaines et de lire ce que les Américains pensaient de nous. Bora Bora s'est aussi croisé des septuagénaires à la peau mélangée. Ils ont été délaissés par leur père, rentrés au pays après la guerre. Ils témoignent eux aussi de la présence américaine sur l'île. Le dispensaire, il est derrière, c'est ça? Juste là où en bord de route. On a fait demi-tour, Ok, moi. Ok, en bord de route. Ah oui, il était là, d'accord. Oui. Et ça, c'est ton grand-père? Mon grand-père, il a mon cousin, le fils de la grande sœur de ma maman. Ouais. Et moi, je suis là. Et je me rappelle, quand on était grand comme ça, il y avait 20 douches en haut. On allait ouvrir l'eau, remplir, et c'était notre piscine. On s'amusait là-dedans. Ah bon, ouais. grand-père n'était pas content parce qu'on gaspillait l'eau. Ouais. Un travail de mémoire qui se fait aussi avec les insulaires. Django est guide, il accueille souvent des touristes américains. Et dans sa famille, comme dans beaucoup d'autres à Bora Bora, il y a eu des enfants nés de soldats américains.
J'ai mon arrière-grand-mère maternelle qui, quand les soldats sont arrivés, elle venait tout juste d'avoir 20 ans, une vingtaine d'années. Et ben, elle a rencontré un soldat américain du nom de Trexler, nom de famille, Trexler, et donc elle a fait un enfant avec. Donc en gros, l'aîné de mon arrière-grand-mère est un fils de soldat. C'était un sujet assez tabou pour ma grand-mère. Je pense que cette histoire l'a tellement attristée qu'elle n'en parlait pas beaucoup. Mais on savait. Déjà, depuis petit, on voyait les safaris passer devant la maison et on savait très bien qu'ils allaient au canon, ils allaient voir les bunkers et tout. Parfois, on montait dessus à l'arrière et on suivait les touristes. C'est un peu comme ça que ça a commencé, cette histoire. Et parfois, on allait jouer dans les montagnes avec des amis et on voyait les canons et tout. Donc, il n'y a pas vraiment eu de transmission de ce côté-là. C'est moi, après, par la suite, quand je suis devenu guide touristique, je me suis vraiment intéressé sur le sujet. Je me suis informé pour pouvoir en faire mon métier. Halfway around the world, far from the American continent, an island of the South Seas becomes an outpost of the United States. A half-forgotten village, suddenly at a strategic crossroads. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir au début de la Seconde Guerre mondiale. La Polynésie est loin des premières canonnades. Elle voit, comme le reste de la France, l'installation d'une administration vichiste. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. L'appel du 18 juin 1940 va bouleverser l'archipel et diviser la population entre partisans du maréchal Pétain et du général de Gaulle. En quelques semaines, les gaullistes écartent les pétainistes et le 2 septembre 1940, la Polynésie rejoint la France libre. Quelques jours plus tard, la Nouvelle-Calédonie fait de même. Seuls Wallis et Futuna restent vichistes. Des ralliements qui deviennent un atout pour les gaullistes dans le Pacifique. Planned for months with brilliant cunning, favored by our lack of readiness, with the sky and sea all their own, at 7:55 a.m., hell broke loose. Man-made hell, made in Japan. Le 7 décembre 1941 est une date déterminante pour l'entrée en guerre des Américains. En quelques heures, un déluge de feu japonais s'abat sur Pearl Harbor. Une partie de la flotte américaine est détruite et près de 2500 personnes perdent la vie. Pour contrer l'avancée japonaise, les Américains renforcent la défense de leur territoire dans le Pacifique Sud. La Polynésie est alors un point d'appui important dans le système de défense mis en place pour couper la route entre l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Janvier 1942. Chère maman, le capitaine nous a demandé de faire court dans nos lettres, parce que nous partons. Destination tenue secrète. Je sais juste que le voyage sera long, d'après le capitaine. Mais ne t'inquiète pas, dès notre arrivée, je t'écris. Je t'embrasse fort, ma petite maman. Embrasse le père pour moi, et dis-lui qu'il peut être fier du fiston, et que cet été, je serai là pour les moissons.
ce 22 janvier 1942, des guetteurs, certainement localisés face à la passe de Te Awanui, donc aperçoivent au large un bâtiment qui n'est pas du tout identifié et qui s'approche de la passe. Donc l'alarme est immédiatement donnée. C'est un bâtiment spécialisé pour tous les travaux d'hydrographie. Il a pour mission de faire des repérages de la passe pour faire en sorte que le gros du convoi qui arrive derrière puisse trouver donc place nette. Il y a un plan qui va se mettre en place du nom de Bobcat, qui est l'installation donc des Américains à Bora Bora, pour pouvoir permettre de ravitailler l'ensemble des convois qui vont faire le canal de Panama vers l'Australie. Soon the long days of construction begin. First job for Navy men is the erection of wharves, for all supplies must be brought from the transports to the shallow water inshore by lighter or small boats. Des centaines de caisses vont être débarquées sur Veit-Apé. Les outils fondamentaux comme les grues, comme les barges sont à fond de cale et ils n'ont pas respecté d'ordre de chargement avec un ordre de déchargement. Toutes les unités qui, pour la plupart, étaient des unités combattantes embarquées, vont se retrouver manutentionnaires. Et ils vont aller de surprise en surprise. C'est-à-dire, ils pensaient qu'il y avait de l'eau, il n'y avait pas d'eau. Ils pensaient qu'il y allait avoir des routes, il n'y avait pas de routes. Ils pensaient qu'il y allait avoir des ports, il n'y avait pas de ports. Tout était à faire. Et c'est la raison pour laquelle ils vont engager donc des travaux dantesques. Les besoins en eau pour 4000 soldats qui débarquent sont très importants. L'île de Bora Bora n'en manque pas, mais les Polynésiens ne la stockent pas. Les Américains installent d'importantes structures de récupération d'eau, encore visibles aujourd'hui dans la forêt. Là, nous avons les vestiges de ces canalisations américaines qui ont donc survécu au temps. On est donc quand même en climat tropical. Les troupes ont besoin, aiment se laver. La douche, c'est quelque chose d'important, à un point tel que dans un des livres de marche de l'unité, notamment de reconnaissance aérienne qui va s'installer ici, lorsqu'ils vont poser eux-mêmes leurs infrastructures et disposer de leur alimentation en eau, ils sont fiers de dire qu'ils seront les premiers à pouvoir prendre des douches à Bora Bora. Dès lors que les captations ont été faites, que les réseaux de distribution ont été organisés, c'est comme ça que Veit-Apé et différents points de l'île vont pouvoir bénéficier de fontaines auxquelles on peut aller donc chercher de l'eau et bien sûr qui va bénéficier aux populations locales de l'île. La base polynésienne de Bora Bora est d'abord une installation défensive. Les troupes américaines placent aux 4 coins de l'île des batteries pour prévenir toute attaque aérienne ou navale japonaise. Un travail logistique éreintant, compliqué. Finally, the guns themselves, the intricate and powerful instruments of death, are brought ashore. Transportation is difficult. On a toujours dit US Troop in Paradise. Ça n'a pas été le paradis. Quand on voit la taille de ces canons, quand on voit leur poids, on peut imaginer les difficultés de leur transport et, je dirais, de leur montage. Ceux qui sont sur les hauteurs, il a fallu les mettre sur des traîneaux en bois, les hisser sur des pentes à 45 degrés, poussés par les hommes. Il a fallu mettre en place toute une infrastructure bétonnée pour pouvoir supporter donc le poids, je dirais, de ces canons. Et tout ça sera bien sûr le fameux travail des civils. Pour mener à bien tous ces travaux, l'armée américaine s'appuie sur une unité créée à la suite de l'attaque de Pearl Harbor.
les Seabees, littéralement les abeilles de la mer. Ils vont petit à petit s'installer à Bora Bora et tester de nombreuses techniques qui serviront pendant toute la guerre. First move is the preparation of emplacements for the big guns. Dynamite clears the way. Ce sont des canons de très grande puissance. Hein. On est vraiment dans de la défense côtière. Et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'ils ont été installés, n'ont plus jamais été démontés. Ils ont été neutralisés et on les a laissés ici. Les canons ont été utilisés, mais au titre de test. Il n'y a pas eu d'alerte, il n'y a pas eu de combat sur l'île de Bora Bora. Mars 1942. Merci de ta lettre qui m'attendait ici. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous allez bien tous. Les belles journées vont arriver. Le prix de la viande est monté. Papa pourra acheter du bétail en septembre, il doit être content. Ici, ça va. Il pleut souvent, des trompes d'eau qui te transpercent. On est arrivé il y a quelques jours. C'est vrai que cela ressemble au paradis. On croise bien des autochtones, mais ils ne sont pas trop causants avec nous. Ceux avec qui on pourrait parler, leur langue est tellement difficile que c'est plus par signes que nous communiquons. Mais je ne désespère pas de pouvoir les rencontrer vraiment. Le commandant est venu nous voir. Un grand type à l'allure martiale et sévère. Il a dit que l'on faisait du bon boulot, mais que nous sommes en guerre et nous devons rester mobilisés pour défendre notre pays. Vous me manquez bien, et Myrna tellement, ma petite sœur. Mais notre pays a besoin de nous. Autant de soldats aussi vite débarqués sur un territoire de 38 km², c'est pour les 1000 habitants de l'île recensée un chamboulement, un nouveau mode de vie. Jusque-là, les Polynésiens vivent essentiellement de la pêche et de l'agriculture. Ça a changé énormément de choses. La présence américaine à Bora, c'est que les Polynésiens découvrent une autre façon de vivre. Par exemple, ils avaient découvert que les soldats noirs n'étaient pas discriminés par rapport aux Blancs. C'était un peu provisoire, mais disons au moins dans l'armée, ça se passait comme ça. Donc ça a beaucoup bouleversé les consciences. Moi, je me mets un petit peu à leur place. Une population comporte moins d'1 millier d'habitants. Et ils se retrouvent avec plus de 4000 hommes qui débarquent sur leur île. C'est une petite île. Hein. À mon avis, ils doivent quand même se sentir un petit peu envahis. Il y a des témoignages qui disent qu'on est dans une île puritaine, ils voient des soldats américains qui se promènent dévêtus dans leur camp. Ils voient des soldats américains qui arrivent de l'Est des États-Unis, n'ont jamais vu une banane, n'ont jamais vu un fruit tropicaux, ils vont les prendre dans les jardins. Donc au départ, à mon avis, ils se sentent quand même un petit peu envahis. Le Polynésien s'adapte, et il va s'adapter donc à cet environnement, et les liens qui vont se tisser entre les populations locales et ces soldats vont être très fraternels. Je sais qu'ils se sont entendus comme il faut, là, les Américains et les Tahitiens. Dès l'arrivée, je me souviens, ma maman disait, quand ils se sont levés le matin, là devant notre hôtel, il y avait des tentes, des centaines de tentes. Ce sont des Américains qui étaient arrivés. On recevait souvent de cadeaux, beaucoup de choses à boire, à manger, des chocolats, des biscuits. Même le matin, je me souviens toujours, quand ils venaient, on nous laissait un pichet de café tout près. Et ma maman était toujours contente d'avoir ça. Tout le monde avait ça, des bonbons, des chewing-gums, tout ça. C'était quelque chose de différent à manger.
Ça se passait sous les cocotiers, ici derrière chez nous. Ils montraient. Il y a des films tous les soirs, hein, tous les soirs. Tout le monde rigolait et tout ça, hein, et ça aimait le film. Ce sont des choses différentes pour nous, quoi. Hein. C'était tout nouveau pour eux. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien du tout. Ils n'avaient jamais vu des films. Ils installaient des grands écrans sur le flanc du bateau, qui était donc à quai. Et puis tout le monde s'installait par terre sur des nattes. Voilà. Et ils aimaient bien commenter en même temps que le film. Ils aimaient bien émettre leurs idées en même temps que le film passait. Ça devait faire un brouhaha terrible après. Les soldats sont jeunes et souvent célibataires. Ils sont fascinés par les Polynésiennes. De ces rencontres naissent des amours, puis des enfants, comme Jean, en 1943, et sa demi-sœur Tepora, 2 ans plus tard, d'un autre soldat. Elles ne connaîtront pas leur père, alors elles essaient de reconstituer l'histoire de ce soldat qui a su séduire leur mère. Je représente les enfants de l'association des anciens combattants franco-américains. Donc l'histoire m'intéresse maintenant et j'ai posé ces questions à mes cousines ou aux autres enfants de GI. Beaucoup ne savaient pas leur histoire. C'est de maintenant seulement qu'on a appris un petit peu. Mon père était, d'après mon grand-père, il travaillait, il faisait de la pâtisserie dans la journée, dans la cuisine il était. Et le soir, il était musicien. Il était chef d'orchestre, il faisait de la musique et tous les gens du quartier, tous les gens de Fanui, même de Vaitapé, venaient pour danser. Et c'est comme ça que les filles sortaient. Et se faisaient, enfin, elles trouvaient des cavaliers, mais elles ne dansaient pas avec les Tahitiens, elles dansaient plutôt avec les Américains. C'était des jeunes, hein. Mon père, j'ai appris qu'il avait 18 ans. Ma mère, elle avait 14 ans par là. Les petites jeunes filles, elles allaient danser aussi. Mais elles étaient surveillées. Et à un moment donné, ma maman, elle disparaissait le soir. Et alors, mon grand-père envoyait les frères pour aller la chercher. Elle n'avait pas peur de ses frères. Alors, on va chercher le tonton, celui qui était à Vaitapé. Et lui, il arrive, il était là chez nous. Ma maman, elle avait disparu encore. Il m'a dit, j'aimais bien ta maman, mais elle est têtue. Alors, il faut qu'on tire un petit peu les oreilles, tu vois. Et lui, ma maman, elle le craignait un peu. Et ma maman, on lui a dit, non, tu es trop petite, tu es trop jeune, tu ne peux pas aller là-bas. Il y a plein de militaires et tout. Elle disparaissait. Cette tante m'a raconté, m'a décrit un peu mon père. Il n'est pas très grand, il s'appelle Jimmy, il est Rava, il n'est pas très noir. Rava, c'est métis. Et puis, il était comme un Tahitien et il avait appris à parler tahitien. Mon père, quand il est parti, il a dit à quelqu'un, à une tante, vous allez voir, en rigolant, il a dit que Teura, ma mère était enceinte de 6 mois, était grosse de 6 mois. Et donc, il a dit, vous allez voir, c'est mon enfant. Parce que ma mère, on ne la voyait plus sortir avec qui que ce soit. 3 ans après moi, ma mère est restée avec notre beau-père, qui nous a reconnus. Et pour moi, mon père, c'était mon nouveau père, c'est le mari de ma mère. Et lui, il était jaloux. Hein. Il ne fallait surtout pas qu'on parle des Américains. Ma chère maman, ici, il y a des rumeurs, comme toujours. Des informations circulent sous les bérets, mais elles sont difficilement vérifiables. La seule chose qui semble sûre, c'est que la guerre ne viendra pas jusqu'à nous. Tant mieux pour nos familles, même si nous, bien sûr, nous sommes prêts au combat, comme dit le capitaine. Je m'ennuie un peu. Quand j'ai du temps de libre, je vais à la plage où je me promène. Des copains ont des copines. Je t'ai parlé de cette femme enceinte. Le commandant a autorisé notre camarade à se rendre le soir chez elle. Il dit qu'après la guerre, il reviendra la chercher pour l'emmener en Amérique. Mais d'ici là, je pense que d'autres enfants vont naître de ces amours. Un copain m'a dit que si cela continuait, Bora Bora serait le 50e État d'Amérique. Je te serre contre mon cœur qui bat si loin de vous.
certains Polynésiens se rebiffent face à cette intrusion massive d'Américains qui séduisent leurs petites amies. L'armée consigne un certain nombre d'incidents pendant ces 4 années. Sur les rapports de police où tu as de nombreuses jeunes femmes qui viennent et qui portent quasiment plainte contre ces soldats américains parce qu'ils sont trop entreprenants, parce que même des fois certains sont en état d'ivresse, certains font même usage d'armes comme des couteaux. Bien sûr qu'il y aura des moments de tension parce que le Polynésien il est jaloux, s'il voit sa jeune promise aller fricoter, je dirais, avec un Américain, soit il se soumet, soit non. Et effectivement, il va y avoir des cas extrêmes puisqu'on ira jusqu'au meurtre par un soldat américain d'un conjoint. Ce soldat américain qui était en faction dans une batterie de canons et tout, va revenir donc avec son fusil et va tirer 9 fois sur ce pauvre garçon et va le tuer. Puis après, il passera en jugement. Donc là, il est intéressant de voir que sur ce poste d'observation, qui domine à la fois la passe et en même temps la baie de Whanui, il y avait donc des réseaux de tranchées qui permettaient donc à ces hommes qui étaient chargés d'observer un petit peu ce qui pouvait venir du large, en cas d'attaque, de pouvoir disposer, je dirais, de solutions de repli. On est vraiment dans une situation de guerre et l'expérience va le montrer, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à tout moment à une réaction japonaise. Bora Bora n'a pas de médecin permanent. Les Américains installent plusieurs dispensaires pour leurs soldats et leur personnel soignant accueille aussi la population locale. Ils vont prendre en charge la maman de Rainui Bezino, qui a une mauvaise plaie à la jambe. Les officiers venaient manger régulièrement au restaurant et ils avaient repéré en fait un bébé dans la salle qui était malade et donc ils avaient demandé à ma grand-mère tiens, qu'est-ce qu'il a ce bébé? Et donc c'était un début de gangrène et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Il faut savoir qu'à Bora, très peu de médicaments arrivaient sur l'île. C'était plutôt Tahiti, Moorea, Raiatea. À Bora Bora, les conditions sanitaires étaient difficiles. Les officiers lui ont dit écoute, si tu veux, nous, on peut soigner ta mère. Et gratuitement, gracieusement, les Américains ont opéré ma mère. Et quand on connaît la carrière de ma mère, qui était quand même, je pense, une très belle femme avec une carrière de danseuse connue, si elle n'avait pas fait cette rencontre avec les Américains, elle n'aurait jamais été la personne que tout le monde connaît. La guerre avance au gré des victoires américaines dans le Pacifique. Le 5 juin 1942, la flotte japonaise subit un gros revers à la bataille de Midway. Les défaites s'enchaînent, Guadalcanal, les îles Salomon. Les Marines progressent vers les Philippines. Les Japonais reculent et perdent petit à petit leur position. Le cœur de la guerre s'éloigne de Bora Bora et de la Polynésie française. Suddenly, from behind the clouds, the Japs attack!
Le début d'une reconquête qui passe par une maîtrise de la mer et des airs. À Bora Bora, la base accueille des hydravions, un appui nécessaire pour des opérations aériennes. Nous sommes dans le site qui va accueillir l'escadrille de reconnaissance américaine qui va opérer dans le cadre de l'opération Bobcat. Une escadrille de reconnaissance qui est constituée de 8 aéronefs qui sont des Kingfisher. Ce sont des aéronefs avec donc un flotteur central et qui sont de très bons aéronefs pour les missions de reconnaissance puisqu'ils peuvent couvrir une superficie relativement importante et notamment en termes de reconnaissance autour de Bora Bora et même vers les îles avoisinantes pour voir s'il y a des navires suspects. Quand ils choisissent la baie de Papua, ce qui les intéresse, c'est qu'effectivement, il y a déjà une plage. Et le plus souvent, les avions, quand ils se posent, ne sont pas forcément toujours sortis. Ils sont sortis de l'eau que dès lors où on doit mener des opérations de maintenance. Entre décembre 1942 et avril 1943, les Seabis construisent en un temps record un aéroport sur un îlot face à l'île principale de Bora Bora, le premier de Polynésie qui sert encore aujourd'hui. Dès lors que l'on a cette base arrière, on se dit que Bora Bora peut devenir le point de départ de la contre-offensive vis-à-vis des Japonais. Et c'est la raison pour laquelle germe au niveau de l'état-major l'idée de construire une piste. Et cette piste, attention, elle ne sera livrée qu'en 1943. Ce sont les Américains qui ont construit la première piste donc, de l'Océanie française. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils partent donc, en juin 1946, il n'y a plus de trafic et que ce trafic se réouvrira dans les années 50 en servant d'escale au vol transpacifique entre les États-Unis et l'Australasie. L'aéroport ouvre Bora Bora au monde. Le 20 août 1943, Eleanor Roosevelt, la femme du président des États-Unis, vient soutenir le moral des troupes. C'est l'implication, je dirais, du président Roosevelt dans la guerre et de la First Lady qui va donc faire la tournée des troupes, qui va d'abord aller aux îles Christmas, puis après va toucher Bora, va continuer jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Elle vient un peu faire une visite d'inspection. Elle visite leurs tentes, leurs quonset, leurs hôpitaux. La famille Sanfort, du nom du représentant de la France libre à Bora Bora, a gardé de cette visite de précieux souvenirs. Ce sont des chaises que mon grand-père nous a léguées et j'y tiens beaucoup. Elles sont restaurées, mais elles sont vraiment d'origine. J'ai pas changé les charnières, tout. Et il nous a dit, sur une de ces deux chaises, il y a eu Eleanor Roosevelt qui s'est assise. Voilà, on ne sait pas laquelle. Hein.
Elle venait souvent à la maison, puis elle a dit « Ah, mais j'aimerais bien aller me baigner à la mer. » Elle n'avait rien, mais elle était habillée enfin un peu en militaire, la casquette et tout. Oui, oui. Donc, maman a dit « Mais c'est pas grave, je vais te prêter un maillot de bain. » On paraît où? Elle est partie à la mer. Ouais. Les Américains enchaînent les succès grâce aux dispositifs logistiques installés à Bora Bora. En octobre 1944, les Marines débarquent aux Philippines, puis ils attaquent les îles japonaises. Le 23 février 1945, le drapeau américain flotte sur l'île d'Iwo Jima. Début août 1945, les 2 bombes A sont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Résultat, des centaines de milliers de morts et de blessés. Le 2 septembre, le Japon capitule. C'est la fin de la guerre. Les troupes commencent à se retirer du Pacifique en général et de Bora Bora en particulier. Elles emportent une partie de leur matériel pour un départ définitif le 2 juin 1946. Ma chère maman, je t'écris du pont du bateau qui nous emmène vers Okinawa pour nous battre contre les derniers Japonais. Nous sommes tous impatients d'en découdre contre les Japs. Il faut en finir avec cette guerre et rentrer enfin chez nous. Je regarde l'île s'éloigner de moi et je sens que je m'y suis attaché. Ce petit coin de paradis au milieu du Pacifique. Un jour, qui sait, nous viendrons tous ensemble. Tu y verras le sable le plus blanc qui soit et Myrna pourra nager avec les plus belles tortues du monde. Pendant quelques semaines, je ne pourrai sans doute pas vous écrire. Je vous serre encore plus fort que d'habitude entre mes bras. Dis à papa que très bientôt, il y aura 2 bras de plus pour aider à la ferme. Une fois partis, les traces des soldats restent très visibles, comme des routes par exemple, ou encore un aéroport et un quai pour les bateaux qui relient aujourd'hui encore Bora Bora au reste de la Polynésie. Mais les Américains laissent aussi derrière eux des enfants. C'est la fin d'une parenthèse qui marquera durablement l'île. Je suis la dernière lignée des Américains ici. Mon papa, il est parti, c'est le dernier parti de Bora Bora. Hein? Parce qu'ils sont partis en juin 1946 et moi, je suis né en octobre 1946. Et sur les photos là, qui ont été perdues, là, il y avait quoi exactement? Il y avait une photo de mon père. Ah, c'était un portrait? Ouais. Tu sais comment il était, son uniforme? C'était un marin, c'était quoi? C'était un soldat. Un soldat? Ouais. J'avais des photos de mon père. Comme dans ce temps-là, il y a beaucoup de cyclones qui arrivent à Bora Bora. Les maisons ne sont pas solides, ça a cassé notre maison. Tous les souvenirs sont partis. Quand le dernier soldat américain a dû monter sur le dernier avion qui s'est envolé, et ben là, il n'y avait plus de force américaine. C'est-à-dire l'île retrouvait sa pleine souveraineté française. Et les populations qui avaient travaillé pour les Américains, et ils sont revenus, je dirais, à un juste milieu. Et c'est la raison pour laquelle on dit ils sont retournés à leur farapou, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à leur culture initiale. Ils ont tout laissé. Toutes les maisons, il y avait 1, 2, 3 avec les douches et en face le dentiste. Toutes les maisons demi-lune sont restées. Mais les lits, ils ont laissé. Il y en avait une qui était avec plein de lits pour les malades, qui sont ceux qui étaient hospitalisés. Et tout ce qu'il y avait dans l'infirmerie, ils ont tout ramassé. Ils avaient tout ramassé.
Les seuls objets que j'ai pu récupérer, eh bien, ce sont ces quelques couverts que je garde précieusement parce que c'est toute l'histoire, c'est l'histoire un peu de mon enfance. Et ma grand-mère était heureuse d'avoir ces objets parce qu'elle recevait beaucoup chez elle et donc pour elle, c'était un trésor. Quand ils sont partis, il n'y avait plus de corned beef, il n'y avait plus d'ice cream, il n'y avait plus de coca, c'était fini. Hein. Vous imaginez le style de vie des Américains. Voiture, électricité, c'est toujours l'opulence avec les Américains. Du jour au lendemain, on a éteint la lumière. Le jour où tous les Américains ont quitté l'île, donc il n'y avait plus d'électricité, tout était noir. C'était bizarre. Les Français reprennent pied à Bora Bora, mais la renommée acquise auprès des Américains favorise le développement du tourisme. Les premiers visiteurs américains ont peut-être été des soldats, même s'il y avait déjà eu un tourisme naissant. Il y avait des yachts américains qui touchaient l'île, mais c'était plutôt des milliardaires. Les Américains connaissaient parfaitement donc l'île de Bora Bora. Pourquoi ils la connaissaient? Parce que Murnau était déjà venu y tourner Tabou. Suivi avec le film de Marlon Brando avec les Bounty, Bora Bora est devenu un mythe incontournable aux États-Unis. Ça a été peut-être, je dirais, les précurseurs, ce tourisme qui va suivre et qui va faire indirectement de Bora Bora le fleuron de l'industrie touristique polynésienne d'aujourd'hui. Les gens ici sont ouverts aux étrangers, ils sont ouverts aux Américains, donc ils se sont ouverts au monde. Et cette ouverture d'esprit, elle a été positive pour développer le tourisme. Ouais, on va aller à la plage, ouais. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, le lagon de Bora Bora porte encore les traces laissées par les Américains. Jean-Christophe en a repéré quelques-unes qu'il veut partager avec Django. Ouais, enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller regarder un petit peu s'il n'y a pas quelque chose effectivement au fond de l'eau là. Il pourrait y avoir des vestiges. C'est intéressant, je ne savais pas qu'il y avait ça. Je passe devant tous les jours en voiture avec mes touristes, même parfois par moi-même. Je ne savais pas qu'il y avait des choses qu'ils avaient laissées quoi, dans la mer. D'où l'intérêt d'aller jeter un œil. Maintenant, moi, je garantis rien, hein. Ok. Bien sûr, bien sûr. Voilà. La découverte. On est un peu pionniers là. On va faire les aventuriers de l'Arche perdue. Ça marche. Ici, les Américains jetaient un peu tout à la mer. Et dans le sable, là, apparemment, il y a encore toujours des vestiges. C'est carrément tout de suite là, quoi. Il doit y avoir 1,50 m, 2 mètres, là. Donc il y a le sable bon, fais quand même attention de ne pas tomber sur une ogive ou je sais pas quoi, là. Ouais. Ah ouais, il y a marqué quelque chose dessus. Il y a marqué no deposit, no return. Des trésors, ça. All right. Philippe, qui lui drague les fonds du lagon depuis une quarantaine d'années, a souvent l'occasion de ramener des objets jetés par les Américains. J'ai jeté tous des câbles électriques, tout ce qu'ils ont enlevé de leur construction.
ils les amenaient ici, ils jetaient dans la mer. Et quand j'ai pris ce terrain-là, j'ai tout enlevé et j'ai mis dans le remblai. T'as trouvé des munitions aussi? Oui, j'ai trouvé un obus. Un obus, ah ouais, d'accord, ok. De cette taille-là. Ah ouais, dis donc. 80 ans après leur arrivée, c'est le temps du travail, de l'inventaire. Au-delà des traces évidentes, comme les canons ou les bâtiments, il y a des vestiges moins visibles, comme ceux laissés dans le lagon. Morgane et Annick ont l'habitude de plonger dans le lagon et ils y ont découvert de nombreux objets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de savoir eh bien, qu'est-ce qu'il en reste d'abord au fond de l'eau et un petit peu quelle était la nature de sa conception et je dirais l'infrastructure et le matériau qui a été utilisé. Ok, ben, on va essayer de checker ça. On est descendu jusqu'à 18-20 mètres. À l'allée, on a commencé à avoir des blocs sur cette profondeur-là. Des blocs, de la ferraille, des bouteilles. Et ensuite, en demi-tour, on est remonté sur 8-10 mètres. Et là, on a vu à nouveau des blocs. Donc il y en a toute une rangée sur 20 mètres et une rangée sur 10 mètres, 10-12 mètres. Là, on voit 3 modules alignés les uns à côté des autres et puis branchés, interconnectés les uns aux autres. Ouais, d'accord. Donc tu vois, ils sont connectés par les angles. Il y a des chaînages et des goupilles. Donc des chaînages à l'intérieur, ici au milieu, là, et des goupilles apparemment qui sont posées sur les angles. Donc ils s'emboîtent un petit peu comme du mécano, comme du Lego, quoi. Les recherches récentes montrent que les structures testées à Bora Bora ont servi à différentes opérations dans le Pacifique, et même au débarquement des Alliés en Sicile en juillet 1943. C'est des modules de ponton qu'on appelle des modules T6. C'est des modules qui sont creux. Voilà. C'est des modules qui sont creux et en même temps étanches complètement. Et si j'ai bien compris, c'est des modules qui peuvent flotter tout en ayant 45 cm de la structure dans l'eau. Est-ce qu'on peut émettre quand même l'hypothèse que Bora Bora, avec cette base arrière dans le Pacifique, a été un petit peu un laboratoire? Sur l'île, il y a beaucoup de secteurs qu'il faudra peut-être fouiller un jour. On ne peut pas laisser le matériel comme ça pourrir sur pied. Et effectivement, ce qu'on a là nous permet de comprendre que c'est un système qui va se développer, qui a permis finalement la victoire. Des découvertes historiques récentes, mais aussi des familles déchirées qui se reconstituent. Si la grande majorité des enfants d'Américains n'a pas revu leur père, il y a eu quelques retrouvailles, comme Lana, qui a pu rencontrer le sien au début des années 90. Sa demi-sœur américaine, plus jeune et du même nom, a retrouvé sa trace grâce à un livre. Sur le livre de Larson, il y a des remerciements. Donc Larson a remercié Lana Lee et puis mon nom d'épouse. Mais quand mon père a vu ce nom, il a dit à ses filles « That's my Lana Lee ». Et donc, une des sœurs, qui s'appelle comme moi, a fait des recherches, donc a regardé toutes les pubs qu'il y avait dans ce petit livre. Et elle a écrit ou téléphoné. La première fois, je suis allée avec ma fille à Memphis, à l'aéroport de Memphis. C'est là que je l'ai revue. Il était venu avec une sœur très émue, ça. Très content. On est resté peut-être 3 semaines parce que je travaillais encore. Et après, ils sont venus. Il est venu ici avec celle qui s'appelle comme moi en 2001. Ils ont passé 3 semaines ici chez moi. Mon père qui est venu à Bora, donc de 43 à 44, il en avait un souvenir mais formidable. Il a dit à ses filles aux États-Unis, il leur a dit mais ce sont les plus beaux moments de ma vie, les moments que j'ai passés à Bora.
La période américaine, ça a quand même été un moment important de l'histoire de Bora. Hein. Ça fait partie de l'histoire de Bora, donc il ne faut pas l'oublier. La présence américaine à Bora Bora, 80 ans après, s'éclaire d'un nouveau jour grâce aux travaux d'historiens, de chercheurs, mais aussi d'insulaires passionnés. Une mémoire qui, petit à petit, prend sa place dans les livres d'histoire et sur les chemins de l'île de Bora Bora.